Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement si mes vidéos vous plaisent bien sûr. Donc là c'est le point sur l'Ukraine du 9 mars 2024 avec comme titre principal le Washington Post nous annonce que eh bien, Kiev a perdu 700 000 hommes et ne les retrouve pas, dans leurs calculs tout du moins. Donc c'est extrêmement embêtant, comme vous pouvez le constater. Alors évidemment, le Washington Post en a parlé. Vous noterez qu'aucun grand autre média n'en a parlé. Étonnamment, alors que le Washington Post est un des plus grands médias internationaux. Tiens, tiens, tiens. Autre nouvelle importante, nous avons l'Union européenne qui cherche désespérément des obus hors Union européenne, vu qu'au sein de l'Union européenne, elle a déjà gratté tout ce qu'elle pouvait. Donc là, on a la France qui a été désignée comme responsable de l'artillerie pour l'Ukraine, donc c'est-à-dire de l'arrivage d'obus pour l'Ukraine. Donc Macron s'y est collé, il a été à Prague. Donc là, ils sont en train de chercher avec le président tchèque 800 000 obus. Apparemment, aux dernières nouvelles, la collecte de fonds pour ces 800 000 obus aurait été atteinte. Et donc, ils vont pouvoir peut-être acheter les obus. C'est pas sûr. Nous allons voir ça dans un article. C'est pas sûr parce que maintenant, il faut que le côté industriel suive. Et là, c'est pas le cas pour l'instant. Alors, on va parler précisément du cas des obus ainsi que des conséquences que cela aura. Et vous allez voir, certaines conséquences sont un petit peu inattendues. On va aussi parler de ce qui se passe sur le front, mais plus précisément, bien sûr, concernant la carte militaire qui viendra à la fin de cette vidéo. Bon, en gros, sur le front, encore une fois, aucune percée russe, mais les Russes avancent de plus en plus rapidement, sur tout le front, c'est-à-dire un peu plus de 1000 km de front. Mais bon, encore une fois, rien de spécifique. Alors nous allons aussi parler assez longuement d'un autre navire russe qui a coulé. Alors coulé à cause de drones navals ukrainiens, donc nous allons voir un petit récapitulatif de tous les navires coulés russes par les Ukrainiens, coulés ou détruits. On va aussi en parler assez longuement afin de voir bien entendu les conséquences aussi côté russe. Et évidemment, il faut se souvenir de l'allocution de Macron qui a dit qu'il enverrait éventuellement des troupes en Ukraine, ce qui a été un scandale mondial. Quasiment à l'unanimité, le monde l'a condamné. Voilà, il s'est retrouvé tout seul. Et deuxième scandale, on a l'écoute piratée par les Russes de hauts responsables militaires allemands, dont le chef de l'état-major de l'air allemand. Et donc, cette conférence secrète a été écoutée et ces hauts responsables militaires allemands discutaient de tirs de 20 Russes sur le pont de Kertch, c'est-à-dire le pont de Crimée. Une possibilité, bien sûr, mais en tous les cas, cela voulait dire que le ministre de la Défense allemand Pistorius était donc au courant de cette éventualité et qu'Olaf Scholz ne l'était pas. Puisqu'Olaf Scholz, juste après, il a dit non, non, on va mener l'enquête parce que moi, de toute manière, j'avais dit que jamais j'enverrais de Taurus, donc c'est pas normal, faut que l'enquête montre des responsables. Voilà, mais évidemment, l'enquête ne mènera à rien et à mon avis, elle ne sera même pas ouverte. Cela n'est que mon avis, bien sûr. Donc on a tout cela et on a Macron qui surenchérit et qui fait une réunion à l'Élysée avec des chefs de partis politiques qu'il invite pour donner leur opinion, opinion dont il ne tiendra bien évidemment aucun compte comme d'habitude, mais en tous les cas, les chefs de partis interrogés ont tous été unanimes, ils ont dit que Macron allait trop loin,
que ses propos étaient irresponsables, puisque Macron, comme je vous l'ai dit, a surenchéri et a dit que on aiderait l'Ukraine quoi qu'il en coûte, qu'il n'y aurait pas de limite, qu'il n'y aurait pas de ligne rouge. Voilà, donc les chefs de partis politiques français ont dit qu'il allait beaucoup trop loin. Je ne vais pas tous les nommer, mais bon, il y a eu quasi unanimité contre Macron. Les médias essayent de défendre Macron, mais bon, ils ont beaucoup de mal, vu qu'il y a une quasi-unanimité dans le monde politique qui condamne Macron. Mais comme les médias sont aux ordres de l'État français, bah, ils essayent de le protéger. Exactement comme Joe Biden aux États-Unis, où les médias américains essayent de protéger à tout prix Joe Biden, avec Kamala Harris et autres, bien évidemment. Donc vous voyez, Macron devient de plus en plus fou, de plus en plus irresponsable et, oserais-je même dire, de plus en plus dangereux. Car il ne semble écouter absolument personne et il semble avoir une idée en tête obsédante, c'est-à-dire faire la guerre à la Russie, quoi qu'il en coûte, pour sauver l'Ukraine, dont je vous rappelle, on n'a absolument aucun intérêt, je le rappelle comme ça, à part pour les Américains, et encore, même pour les Américains, l'intérêt stratégique est purement géographique. Faut pas oublier que l'origine de tous ces conflits, tout du moins de tout ce qui touche à l'Ukraine, c'est parce que les Américains veulent absolument faire de l'Ukraine une énorme base de l'OTAN. Ça, c'est l'origine de tous les problèmes de l'Union européenne. Suite au conflit russo-ukrainien, bien entendu. C'est ça l'origine. Donc en fait, toute l'Union européenne qui veut absolument faire la guerre à la Russie par le truchement de l'Ukraine, parce qu'il faut absolument sauver la démocratie en Ukraine et le peuple ukrainien, hein, parce que Poutine veut tous les exterminer, hein. C'est le but de Poutine, bien évidemment. Eh bien, pour les beaux yeux, en réalité, de l'Amérique, eh bien, on va dépenser des milliards d'euros qui appartiennent aux contribuables de l'Union européenne, donc c'est-à-dire votre argent, pour quelque chose qui ne nous regarde pas, sans compter que, évidemment, c'est de l'argent, mais c'est aussi de l'armement, c'est-à-dire qu'on va dépouiller nos armées, je dis bien nos armées, puisque j'inclus les pays de l'Union européenne, donc nos armées, pour les beaux yeux de l'Amérique, encore une fois. Et je me répète, je ne cesse de me répéter, ce n'est pas notre problème l'Ukraine. On n'a aucun intérêt d'État en Ukraine. Il n'y a que les États-Unis qui ont un intérêt, et encore. Leur seul intérêt, c'est un intérêt entre guillemets stratégique qui peut encore se discuter, c'est-à-dire ils veulent absolument une énorme base de l'OTAN en Ukraine. Voilà. Donc afin d'entourer complètement la Russie de bases de l'OTAN. C'est tout ce qu'ils veulent. Donc il faut quand même revenir au fond du fond quand même de l'affaire. Donc c'est un scandale absolument gigantesque. Vous notez que les médias, donc bien entendu, ne veulent pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. Hein. Personne ne veut regarder cet éléphant qui est le fait que nous n'avons aucun intérêt envers l'Ukraine. L'Ukraine, ça appartenait à l'Union soviétique. Ça appartenait à la Russie, même en allant encore plus loin. Donc c'est un problème russo-ukrainien. Ça les regarde, mais pas nous. Voilà. Donc c'est pour ça que quand la Russie a pris la Crimée, bah, personne n'a vraiment réagi, bah, parce que la Crimée, c'est russe à la base. Voilà, faut pas l'oublier. Donc évidemment, quand on ne connaît pas l'histoire, bah, on ne sait pas. Ça a démarré, apparemment, l'histoire a démarré au 24 février 2022, quand Poutine s'est réveillé un matin et il a décidé, ah tiens, je vais envahir l'Ukraine. Voilà, comme ça, en ignorant tout ce qui s'est passé avant. Bon, j'ai déjà fait plein de vidéos sur l'histoire du conflit, je ne vais pas y revenir. Mais bon, vous voyez un petit peu la débilité de la chose. Enfin, bon, là je m'égare, il n'y aura pas que ça, bien sûr. Alors en effet, il y aura bien d'autres petits sujets traités, bien entendu.
Et comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties. Nous avons les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin la carte militaire afin que vous sachiez à peu près ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà, on va commencer là par les articles. Alors on va commencer très fort avec l'article du Washington Post du 4 mars 2024 et que dit-il en titre? Zelensky ne sait pas comment recruter davantage de troupes à mesure que les forces russes progressent. Effectivement, c'est très grave. Alors, même s'il promet à ses partenaires internationaux que l'Ukraine gérera les combats si elle lui fournit les armes et autres soutiens nécessaires, le président Volodymyr Zelensky et ses hauts commandants militaires n'ont pas réussi jusqu'à présent à élaborer un plan clair pour enrôler ou recruter plusieurs milliers de nouveaux soldats. Plusieurs centaines de milliers de nouveaux soldats, hein, soyons clairs. Indispensables pour se défendre contre les attaques incessantes de la Russie. L'incapacité de Zelensky à forger un consensus politique sur une stratégie de mobilisation, malgré des mois d'avertissement concernant une grave pénurie de troupes qualifiées sur le front, et oui, n'oublions pas la querelle entre Zaloujny et Zelensky, avec un Zaloujny qui réclame 500 000 hommes sur le front pour ne serait-ce que pouvoir défendre et éventuellement faire une petite offensive. Et Zelensky qui louvoyait, qui disait mais non, moi je veux un audit complet, je veux être sûr, 500 000 c'est trop, etc. Vous vous souvenez peut-être de cela. Donc il y a eu du louvoiement terrible de la part de Zelensky. Bref, donc pas de consensus politique sur une mobilisation qui a alimenté de profondes divisions au sein du Parlement ukrainien et plus largement dans la société ukrainienne. Car oui, la société ukrainienne était très divisée sur cette mobilisation générale terrible, comme on l'a vu en images, où carrément c'est une mobilisation forcée, avec force kidnapping, manu militari. Hein. Cela a laissé l'armée dépendre d'un mélange d'efforts de recrutement et a semé la panique parmi les hommes en âge de combattre, dont certains se sont cachés, craignant d'être enrôlés dans une armée mal équipée et envoyés vers une mort certaine étant donné l'aide apportée. L'Ukraine reste bloquée à Washington. Et oui, comme je vous l'ai dit des dizaines de fois, le Congrès a bloqué déjà à 2 reprises le budget de 60,1 milliards de dollars pour l'Ukraine. Évidemment, le monde entier le sait, et en particulier les Ukrainiens. D'où le fait qu'ils ne voient aucune issue. Donc déjà qu'ils avaient un moral très bas et qu'ils étaient effrayés par le lâchage des États-Unis, bah là le lâchage des États-Unis est devenu tellement concret que évidemment ils veulent se cacher. Donc c'est pour ça qu'il dit l'Ukraine reste bloquée à Washington, le Congrès américain. Le dilemme sur la manière de remplir les rangs a confronté Zelensky à ce qui constitue peut-être le plus grand défi pour son leadership depuis le début de l'invasion de février 2022. L'absence d'une stratégie de mobilisation claire, ou même d'un accord sur le nombre de soldats supplémentaires dont l'Ukraine a besoin, a joué un rôle dans le limogeage par Zelensky de son général en chef en février, c'est-à-dire le général Zaloujny. Je vous ai déjà raconté l'histoire des 500 000 hommes précédemment. Mais le nouveau commandant en chef, Oleksandr Syrski, n'a jusqu'à présent apporté aucune nouvelle clarté. Alors, Oleksandr Syrski, c'est le boucher, c'est son pseudo après la tragédie de Bakhmout. Syrski a été chargé d'auditer les forces armées existantes pour trouver davantage de troupes aptes au combat, après que le bureau de Zelensky a récemment annoncé que sur le million de personnes mobilisées, seulement 300 000 environ ont combattu sur les lignes de front. Mais près d'un mois après sa promotion, c'est-à-dire de Syrski, personne au sein de la direction militaire ou de l'administration présidentielle n'a expliqué où se trouvent ces 500 000 personnes, ni ce qu'elles ont, ces 700 000 personnes, ni ce qu'elles ont fait. Et là, on en vient au gros de l'affaire. Et oui, parce que si on en croit Zelensky, il n'y a que 2 options. Soit il dit la vérité et qu'il y a vraiment 1 million de personnes mobilisées, 300 000 personnes ont combattu sur la ligne de front, mais où sont passées les 700 000 personnes? Donc là, les rumeurs vont bon train. Alors, ça c'est soit où Zelensky dit la vérité, 700 000 personnes disparues, on ne sait pas
où elles sont ni ce qu'elles ont fait. Donc les rumeurs disent qu'en réalité, en Ukraine, ces 700 000 personnes sont mortes sur le front, et c'est pour ça qu'elles ont disparu, tout simplement, et que Zelensky essaie de cacher le fait, ou alors Zelensky ment sur le million de personnes mobilisées, et qu'en fait le nombre de personnes mobilisées est beaucoup, beaucoup plus faible. Ce qui voudrait dire qu'en réalité, l'armée ukrainienne est toute petite, évidemment comparée à l'armée russe. Donc il y a ces deux rumeurs que j'ai lues dans les rapports, que ce soit des rapports ukrainiens ou russes d'ailleurs, parce que ça c'est le Washington Post qui l'a repris de l'état-major ukrainien. Et vous voyez que le Washington Post a ses entrées dans l'état-major ukrainien. Vous voyez? Et là, le Washington Post ose très fort quand même. Parce que dans tous les cas de figure, que cela soit que l'armée ukrainienne soit en réalité beaucoup plus petite qu'annoncé ou qu'elle ait perdu 700 000 hommes, dans tous les cas, c'est extrêmement grave et tragique pour l'Ukraine, bien évidemment. Et vous notez que les grands médias occidentaux ne parlent pas de l'article du Washington Post, alors que c'est un des plus grands médias au monde, et un des plus prestigieux au monde. Voilà. Donc c'est extrêmement grave. Et ça confirmerait tout ce que je vous dis depuis très longtemps, c'est-à-dire que les chiffres du colonel McGregor sont plus ou moins exacts, avec environ 500 000 soldats tués ukrainiens sur le front. Voilà, depuis le début de la guerre. Voilà, donc tout se confirmerait en réalité. Voilà, voilà. Je continue, mais je ne vais pas tout lire, l'article est trop long. Les législateurs ukrainiens affirment que l'absence d'un message unifié de la part du président et de l'armée a ajouté à la confusion quant aux prochaines étapes. Je ne sais pas pourquoi Zelensky ou son équipe essaient encore de convaincre la société que tout va bien, a déclaré Solomia Bobrovska, une députée de Holos, un parti d'opposition libérale. Ce n'est pas le cas, surtout avec l'armée. Je vous ai déjà montré cette Solomia Bobrovska dans d'anciens points sur l'Ukraine. Vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent assidûment, elle avait participé, vu que c'est une députée de la Rada, elle avait participé à une réunion avec Zaloujny, et Zaloujny avait déclaré qu'il manquait entre 20 000 et 30 000 hommes par mois au sein de l'armée ukrainienne. Donc il réclamait, et c'est pour ça que Zelensky a un peu hurlé, puisqu'il demandait au gouvernement entre 20 000 et 30 000 hommes par mois pour compenser les pertes de l'armée ukrainienne. Et cette Bobrovska était intervenue dans les médias ukrainiens en balançant le fait qu'elle avait appris. Et suite à ce qu'elle avait balancé, elle avait eu d'énormes pressions du gouvernement ukrainien afin qu'elle se taise. Sauf qu'elle ne s'est pas tue. Et elle a continué dans les médias ukrainiens. Alors évidemment, après, on ne lui a plus vraiment laissé la parole dans les médias ukrainiens, cela va de soi, bien sûr. Mais c'était trop tard. Et moi, je vous avais montré ses propos dans le journal Ukrainska Pravda. Voilà, pour si vous voulez tout savoir. La diminution du nombre de troupes ukrainiennes prêtes au combat constitue désormais une crise stratégique qui est au moins en partie responsable du récent retrait de l'Ukraine de la ville d'Avdiivka, dans l'est du pays, et des villages environnants où les forces ukrainiennes étaient largement inférieures en nombre. Oleksiy Bezevets, conseiller du ministère de la Défense en matière de recrutement, a déclaré que les civils en âge de combat doivent accepter qu'ils n'ont plus le temps de rester chez eux. Bon, après je m'arrête ici. Il est tout à fait possible que les Russes se rapprochent très prochainement s'il n'y a personne pour les arrêter, a déclaré Bezevets. Si en plus du manque de munitions, d'armes, d'obus, etc., nous avons un manque de personnel, c'est une tragédie, a-t-il ajouté. Et j'arrêterai là. Et vous voyez, c'est pourtant un article en première page du Washington Post, un des journaux les plus prestigieux au monde. Et vous n'avez noté qu'aucun grand média, tout du moins à ma connaissance, de ce que j'ai pu voir, n'en parle. Il n'y a que le Washington Post.
Alors évidemment, c'est tellement grave que cela ne m'étonne pas, bien évidemment. Bonne transition avec l'article précédent. Là, on va voir un extrait de LCI qui parle pour la énième fois des problèmes de recrutement de l'armée ukrainienne. Et on notera que malgré le fait que LCI soit la chaîne de propagande officielle de l'État français quant au conflit russo-ukrainien, bah, pour garder un minimum de crédibilité, ils sont obligés de reprendre les informations à l'international, comme le New York Times et le Washington Post, où je vous montre de temps en temps des articles. Et donc là, ils sont obligés de reprendre quelques faits sérieux quand même. Donc on va regarder ça ensemble. Alors en attendant, l'Ukraine manque d'armes, cruellement, mais il ne faut pas oublier qu'elle manque d'hommes aussi. Et dans ce contexte, c'est une des raisons pour laquelle, effectivement, le débat sur la mobilisation est tellement vif en Ukraine. Les jeunes Ukrainiens prennent des risques fous, quitte à en mourir, pour échapper à la mobilisation qui est pourtant cruciale pour l'avenir de la guerre. Dans une enquête du Monde datée de demain, regardez par exemple cet exemple de risque que prennent les Ukrainiens. Des tentatives de désertion tournent au tragique. Beaucoup d'hommes s'aventurent la nuit à travers la forêt ou la rivière Titsa qui longe la Roumanie. D'autres se cachent dans des camions de marchandises, des soutes à bagages ou même des boîtes en métal soudées sous les véhicules. Depuis février 2022, 24 Ukrainiens sont morts en essayant de quitter le pays illégalement, dont 19 par noyade. Et pardon, je vous ai pas lu cet extrait. Ils restent comme ça pendant des heures sans ventilation au péril de leur vie, dans leur boîte en métal. Et évidemment, au péril de leur vie, et parfois ils la perdent. Donc 24 Ukrainiens sont morts depuis février 2022. Regardez cette vidéo où on voit de façon lointaine, mais ça a été authentifié, une mobilisation de force. Quand on vient chercher un jeune, quand 2-3 membres des forces de l'ordre prennent de force un jeune qui ne veut pas. On pourrait se dire, bon, c'est un récalcitrant, ça arrive. Pour toutes les mobilisations, il y en a effectivement qui résistent vraiment. Mais en réalité, c'est un sujet très préoccupant pour l'Ukraine. Oui, bien sûr. Alors... Vous avez noté donc 3 envoyés de Kiev qui essayent de prendre ce jeune. Ils n'y arrivent pas. Et comme ils veulent pas trop non plus s'emmerder et être beaucoup trop violents, parce que là, ça irait pas quand même, hein, ils laissent. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça. Moi, j'ai déjà vu plein de vidéos ukrainiennes où des fois, il y en a 1 contre 4. Et il se débat tellement fort qu'il laisse tomber et il passe à quelqu'un de plus facile à prendre. Donc en gros, en Ukraine, si vous vous débattez suffisamment bien, eh bien vous arrivez à échapper à la mobilisation. Bon, vous avez noté quand même le coup de pied d'un des mobilisateurs contre le petit jeune, hein. Vous avez peut-être vu ça. C'est absolument honteux. On continue. 24 morts, mais en essayant de fuir, en désertant, en essayant de déserter, mais 75 000 qui sont morts, eux, en faisant leur devoir et en étant sur le front, quoi. Et là, je me place du point de vue des combattants. Alors, il y a un débat actuellement. En gros, le débat actuellement en Ukraine, c'est oui, les militaires qui disent oui, il nous faut plus d'hommes, et puis le pouvoir civil qui dit mais commencez par réorganiser votre armée avant de demander plus et vous en trouverez. Alors là, il a raison, colonel Goya. C'est ce que je vous ai dit précédemment entre le problème avec Zaloujny et Zelensky. Parce que Zaloujny, il dit qu'il faut 500 000 hommes. Quand il était encore là, Zaloujny, hein. Maintenant, Zaloujny, ça y est, il a été nommé ambassadeur d'Ukraine à Londres. Donc Zaloujny, il est tranquille. Mais bon, bref, avant qu'il soit nommé ambassadeur, c'était le gros problème entre les deux hommes. Zaloujny réclamant 500 000 hommes, Zelensky ne voulant pas en disant réorganisez-vous, 500 000 hommes, pas possible, trop dur, nanani nanana. Et au final, Zelensky a cédé pour les 500 000 hommes.
et a déclaré une mobilisation générale absolument terrible. Bref, bon, après vous connaissez l'histoire. Donc là, on va voir un article très intéressant du New York Times concernant les défenses ukrainiennes. Donc là, que lit-on? Les défenses ukrainiennes étonnamment faibles aident la Russie à avancer. Donc là, vous voyez des images satellites qui vous montrent les tranchées ukrainiennes. Donc vous pouvez le voir, très rudimentaires et visiblement creusées à la pelle. Donc, et en plus, sous les bombardements, hein, vous voyez là, c'est des bombardements, c'est des obus, tout ça. Donc le problème là, c'est que l'Ukraine doit faire appel à des sociétés privées pour creuser les tranchées afin de faire de véritables tranchées. Le problème, c'est que là, dernièrement, ils ne trouvent pas de sociétés privées pour creuser les tranchées parce qu'ils ont peur. Les sociétés ont peur. Donc il y en a qui ont commencé à creuser, ils ne finissent pas le travail, ils laissent tout sur place, les ouvriers ne veulent pas travailler. Donc ça devient extrêmement difficile pour l'Ukraine qui ne trouve pas donc de sociétés privées. Alors vous allez me dire, mais pourquoi des sociétés privées? Pourquoi ils ne font pas comme les militaires russes qui ont des engins spéciaux pour creuser des tranchées? Parce que tout simplement l'armée ukrainienne n'a rien de tout ça. Ils n'ont pas de matériel pour creuser les tranchées, donc ils sont obligés de faire appel à des engins de chantier privés, donc de sociétés privées, puisqu'eux n'ont pas d'engins spécifiques. Donc eux, les Russes, c'est l'armée qui a tout le matériel pour faire de belles tranchées. Ils ont tout, et c'est l'armée qui s'en occupe. Donc c'est Moscou. Alors que là, l'Ukraine doit faire appel à des sociétés privées, avec des engins de chantier. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune société privée qui veut le faire. Et les rares qui osent le faire, ils commencent vite fait et en général, ils finissent jamais. Donc c'est que des petits bouts de tranchées commencés et ensuite ils s'en vont parce qu'ils voient le péril sur place. Une fois qu'ils sont sur place, ils se rendent compte que c'est beaucoup trop dangereux, ils ne finissent pas. Voilà en réalité ce qui se passe en Ukraine, côté ukrainien. On va pas tout lire, hein. Juste comme ça, vite fait, quelques paragraphes. Les forces russes continuent de réaliser des gains modestes, mais rapides, en dehors de la ville d'Avdiivka, dans l'est de l'Ukraine, attribuable en partie à la diminution des munitions ukrainiennes et à la baisse de l'aide occidentale. Mais il y a une autre raison pour laquelle les troupes du Kremlin avancent dans la région, la faiblesse des défenses ukrainiennes. Des lignes de tranchées clairsemées et rudimentaires peuplent la zone à l'ouest d'Avdiivka que l'Ukraine tente de défendre, selon une revue d'images du Times réalisée par Planet Labs, une société de satellites commerciaux. Ces lignes de tranchées manquent de nombreuses fortifications supplémentaires qui pourraient aider à ralentir les chars russes et à défendre les routes principales et les terrains importants. Avdiivka est devenu le théâtre d'une violente confrontation au cours des 9 derniers mois qui s'est révélée être l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre. Lorsque la Russie a pris la ville le 17 février, son premier gain majeur depuis mai dernier, c'est faux, hein, ils ont pris Bakhmut, qui maintenant s'appelle Artyomovsk. Ça, c'était un gain majeur, puisqu'on en a parlé pendant des mois à la télé. L'armée ukrainienne a affirmé avoir sécurisé les lignes défensives à l'extérieur de la ville. Donc là, on voit bien que cette affirmation, donc, a été fausse. Mais les troupes russes ont capturé 3 villages à l'ouest d'Avdiivka en l'espace d'une semaine et combattent au moins un autre. Bref, tout cela pour dire que il n'y a pas de défense ukrainienne, c'est normal puisqu'ils n'ont été qu'à l'offensive depuis le début de la guerre. Ils ont été qu'à l'offensive, hein. Rappelez-vous toutes les opérations d'offensive, de reconnaissance qu'ils n'arrêtaient pas de faire, c'est-à-dire que des petites attaques comme ça, où ils se faisaient balayer systématiquement, puisqu'ils n'ont jamais pu avancer, et je rappelle qu'ils n'ont jamais franchi la première ligne de Sourovikine, jamais. Ligne de Sourovikine qui en compte 4. Ils n'en ont jamais franchi une seule. Voilà, donc ça c'était quand même à rappeler. Alors là, on va voir un article qui en dit très long. C'est un article de Ukrainska Pravda
Et que dit-il? Les Russes ont bombardé la nuit la banlieue de Kherson. Une femme de 81 ans a été blessée. Ça date du 8 mars. Et que lit-on? La nuit, l'armée russe a bombardé le village de Bielozerka, près de Kherson, blessant une femme de 81 ans. Cette nuit, Bielozerka a été la cible d'une attaque massive des troupes russes. 15 bâtiments résidentiels, ainsi que 3 bâtiments administratifs et un établissement d'enseignement ont été endommagés à la suite du bombardement. Une femme de 81 ans a été blessée. Elle a été transportée à l'hôpital. Bon, voilà. Les médecins évaluent l'état de la victime comme modéré. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que ça vous paraît anodin, sans importance. Et pourtant, ça en a. Ça fait près de 2 ans que je vous dis que les Russes, quand ils tirent sur des zones comme ça, donc là, un village, sur Kiev, sur Lviv, sur une ville, bon, peu importe, à chaque fois je vous disais que, bien évidemment, c'était sur une cible militaire. Alors que ça peut être soit un dépôt de munitions caché, soit un dépôt d'essence caché, soit un QG militaire, soit il y a une réunion militaire à ce moment-là, etc., etc. Et là, on en a la preuve. Alors, c'est pour ça, quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, on va en profiter pour donner la preuve. Alors, cette preuve est bien, parce que qu'est-ce qu'on a? On a une attaque massive des troupes russes qui endommage donc 15 bâtiments résidentiels, 3 bâtiments administratifs, un établissement d'enseignement. Et cette attaque massive, suite à un bombardement d'un village qui est dans une banlieue de Kherson, au final, il y a une femme de 81 ans qui a été blessée et elle est dans un état modéré. Donc, peut-être des éclats de verre ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Alors, si les Russes attaquaient des zones résidentielles pour tuer des gens, vous pensez qu'un bombardement qui suit une attaque massive des troupes russes aurait fait une femme de 81 ans blessée modérément? Vous voyez? Donc ça, c'était pour vous montrer que, bien entendu, c'était une cible militaire. Voilà, et la déflagration a fait que ça a endommagé des bâtiments. Voilà. Mais si les Russes, comme le disent les Ukrainiens et tous les médias occidentaux, tiraient sur des banlieues, des villes, uniquement pour tuer des gens, vous croyez que ça aurait fait ça comme bilan? Une vieille femme de 81 ans blessée modérément. Vous voyez que ça aurait fait ça vraiment? Voilà. Je pense que pour ceux qui étaient sceptiques, qui pensaient que les Russes étaient des barbares et qu'ils lançaient des missiles à 1 ou 2 millions de dollars par missile, juste comme ça pour tuer des gens sans aucun intérêt militaire ou stratégique, mais uniquement pour avoir une mauvaise réputation à l'international, voilà, et par le plaisir de tuer des gens simplement. Voilà, donc je pense que cet exemple-là, dit accidentellement par Ukrainska Pravda, parce qu'ils n'ont pas pensé à ça évidemment quand ils ont publié l'article, et bien au final cela en dit long. Donc maintenant on va parler obus. Donc d'après Ukrainska Pravda, au 5 mars, on a la France rejoint le projet tchèque d'acheter 800 000 obus d'artillerie pour l'Ukraine. Donc le président français a soutenu un projet tchèque visant à envoyer 800 000 obus d'artillerie en Ukraine depuis des pays extérieurs à l'Union européenne pour l'aider à résister à l'invasion à grande échelle de la Russie. Car comme chacun sait, la Russie veut envahir toute l'Europe. C'est une évidence, bien entendu. Voilà. Donc le président français a déclaré que l'initiative tchèque est extrêmement utile. Nous la soutenons, nous y participerons. Et il y a plusieurs pays donc, qui ont déjà donné beaucoup. Pays-Bas, Belgique, il y a aussi le Canada, le Danemark, etc. Donc qui contribuent à plusieurs centaines de millions d'euros. Parce que évidemment, ces pays-là n'en ont absolument pas besoin dans leur pays. Au Danemark, aux Pays-Bas, il n'y a pas de problème des agriculteurs.
Au Canada, il n'y a pas de problème de pauvreté. Non, tout va très bien dans ces pays-là. Tout va très bien. Donc ils peuvent se permettre d'envoyer ces financements pour l'achat d'obus. Ensuite, on a toujours Ukrainska Pravda, donc cette fois au 7 mars, la République tchèque a achevé la collecte des fonds pour 800 000 obus destinés à l'Ukraine. Bon, en gros, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que quand on lit l'article, on nous dit qu'ils ont quasiment la quasi-totalité est prêt au niveau des fonds. Bon, alors là, on voit qu'il y a la Norvège aussi qui participe. Donc 800 000 obus. Alors évidemment, on ne dit pas où ils vont les prendre, ces obus. Alors moi, d'après tout ce que je sais au niveau de la géopolitique mondiale, ils pourraient en demander à l'Arabie Saoudite, qui a plusieurs centaines de milliers d'obus qui ont été fabriqués par les Américains dans les années 90 et 91, puisque l'Arabie Saoudite avait beaucoup d'obus pour contrer une éventuelle entrée sur leur territoire de l'Irak. Donc voilà, bon, c'était ce que les Américains pensaient, en tout du moins. Donc ils avaient fabriqué énormément d'obus. Et il y a aussi le Soudan. Il y a le Soudan qui a énormément d'obus. Bon, ça m'étonnerait que le Soudan donne les obus qu'ils ont à l'Ukraine. Alors pourquoi je vous donne ça comme renseignement pour le Soudan? C'est parce que là, dernièrement, le Soudan a demandé l'aide à Zelensky parce qu'il y aurait des milices qui entoureraient Khartoum. Et donc, de manière totalement étrange, eh bien, le Soudan a demandé l'aide à Kiev pour les protéger de ces milices. Et Zelensky a dit oui, oui, j'envoie les forces spéciales au Soudan. Donc tout ça est tellement étrange. Je vais vous montrer l'article d'ailleurs là-dessus. Tout ça est tellement étrange, comme par hasard. Mais comme par hasard aussi, le Soudan a beaucoup d'obus. 255 mm, donc compatible. Et moi, je ne vois que ces deux pays-là à l'extérieur, où que l'OTAN n'avait pas encore approché, et il n'y a que ces deux pays-là, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, donc l'Arabie Saoudite et le Soudan, qui ont encore beaucoup d'obus de 155 mm. Voilà, bon, j'en parlerai un petit peu plus en détail dans l'article après. Mais bon, vous voyez, c'est tellement étrange comme affaire. Alors, vous voyez le Soudan qui demande de l'aide à Kiev, alors que le Soudan est très ami avec la Russie, parce que le Soudan est en pourparlers pour que la Russie puisse construire un port militaire, donc à l'est du Soudan, euh, pour avoir une vue sur la mer Rouge. Donc le Soudan est en plein pourparlers et peut-être que ça pourrait être un levier politique, quoi, diplomatique pour le Soudan pour faire monter les enchères quant à la vente d'un port militaire pour le Soudan. Bon, ce n'est que mon hypothèse, mais voilà, ça pourrait être une bonne explication. Donc voilà, donc là ils sont complètement en panique pour demander à toute l'Europe de donner des fonds, des financements pour acheter des obus à l'extérieur. Ceux qui pouvaient fournir beaucoup d'obus, comme la Corée du Sud a déjà donné 450 000 obus, et c'est pas des dons, hein, c'est un prêt officiellement pour ne pas qu'elle soit co-belligérante, la Corée du Sud. Donc ce fut toute une affaire, puisque la Corée du Sud avait refusé de donner au début les obus, hein, quoi, même de les vendre. Mais au final, elle a fait un prêt, bon bref, c'est toute une histoire financière. Donc là, ils sont vraiment, voilà, ils sont très embêtés. Et on va voir que les obus qui sont donnés à l'Ukraine, hein, depuis le début de la guerre, ben, ont des problèmes. Et vous allez voir le prochain article. Donc là, c'est un article du New York Times. Et que dit l'article du New York Times? Soldats fatigués, munitions peu fiables. On va voir que les munitions peu fiables, ce sont les obus. Les nombreux défis de l'Ukraine.
un mois de reportage réalisé par les journalistes du New York Times a révélé que les combats étaient pour l'essentiel dans l'impasse et que l'Ukraine était confrontée à une série d'obstacles face à un ennemi déterminé. Et là, on va voir le paragraphe intéressant. Alors, le paragraphe intéressant, il est là. Les munitions sont rares et il existe un mélange de munitions envoyées de différents pays. Cela a obligé les unités d'artillerie ukrainiennes à utiliser davantage de munitions pour atteindre leurs cibles, ont expliqué les soldats ukrainiens, car la précision varie considérablement d'un obus à l'autre. En outre, certains obus et roquettes plus anciens, envoyés de l'étranger, endommagent leur équipement et blessent des soldats. C'est un très gros problème maintenant, a déclaré Alex, commandant de bataillon ukrainien. Vous voyez, donc tout ça, c'est très intéressant puisque cela montre que les obus qui sont envoyés par les différents pays, comme l'avait dit le ministre des Affaires étrangères Kouleba, ukrainien, la semaine dernière, je vous ai montré Kouleba, qui disait que le problème avec les obus de l'OTAN, on parle d'obus neufs, tout neufs, n'étaient pas entièrement compatibles entre eux. Il y a des obus qui étaient faits pour des canons rayés et des obus qui étaient faits pour des canons lisses. Le problème, c'est que les obusiers de l'OTAN sont différents. Chaque pays a ses spécificités. Alors, je vous ai parlé canon rayé, canon lisse, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres facteurs qui jouent, qu'en réalité, des obus américains ne sont pas compatibles avec des obusiers polonais, par exemple. Voilà. Alors, on parle des anciens obusiers polonais, parce qu'après, il y a le facteur, évidemment, si l'obusier est tout dernier cri, là, oui, là, il n'y a aucun problème avec les obus américains. Donc, moi, j'ai vu plein d'exemples comme ça, où les obus polonais sont pas compatibles avec les obusiers, par exemple, anglais, et etc., etc. Et ça, c'est le ministère des Affaires étrangères ukrainien, Kouleba, qui l'a révélé. Et je vous ai montré la vidéo dans mon point sur l'Ukraine de la semaine dernière. Donc, en plus de cette incompatibilité, alors qu'on nous vendait qu'il y avait une compatibilité totale avec les obus otaniens, eh bien, en fait, non seulement il y a des problèmes de compatibilité en temps normal quand tout est neuf, mais en plus, les munitions ne sont pas fiables, les munitions otaniennes. Alors, je vais être plus précis, les obus otaniens ne sont pas fiables. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi la précision varie considérablement d'un obus à l'autre, et je vais vous expliquer pourquoi certains obus venant de l'étranger endommagent leur équipement et des fois blessent les soldats. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a des obus qui n'explosent pas, ou il y a des obus qui explosent trop précocement. C'est ce qu'on dit des soldats ukrainiens dans les rapports télégrammes. Pourquoi? Tout simplement parce que les Américains, les Français, les Polonais donnent des obus, c'est des exemples, donnent des obus très vieux. Et très souvent, les obus ne sont pas stockés de manière optimale, car il faut un taux d'humidité bien précis et une température bien précise pour qu'il y ait une conservation optimale. Donc en général, évidemment, comme c'est des obus qui étaient plus vraiment censés être utilisés parce qu'on n'en avait plus l'utilité, souvent ils étaient entreposés comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que les obus ne sont plus vraiment en état d'être utilisés. Je rappelle qu'un obus, ça a une durée de vie de 10 à 30 ans suivant la conservation qu'il a subie. Donc s'il a été parfaitement conservé, il a une durée de vie d'environ 30 ans. En général, les experts estiment qu'un obus a une durée de vie d'environ 20 ans et qu'après il n'est plus fiable. Donc voilà pourquoi les Ukrainiens ont tous ces problèmes avec les obus de l'OTAN. Voilà. Et c'est étonnant parce que on faisait une inversion accusatoire
en disant ah les obus russes ou de Corée du Nord, ils sont de piètre qualité, les Russes ont plein de problèmes. Alors évidemment, les journalistes occidentaux qui disent ça n'ont absolument aucune preuve. Ils ne font que rapporter des dires d'Ukrainiens. Les Ukrainiens, c'est pas eux qui tirent les obusiers russes, donc ils n'en ont aucune idée. C'est des accusations en l'air purement gratuites, juste pour dénigrer l'ennemi. Et on voit qu'en réalité, ben, c'est l'OTAN qui a ces problèmes. Et par des plaintes de soldats ukrainiens, dont des obus, certaines fois, blessent des soldats. Donc effectivement, c'est un très gros problème maintenant, comme a déclaré Alex. Vous voyez le ridicule de la chose et l'inversion accusatoire. Voilà. Donc moi, les informations que j'ai eues sur les obus, ça vient du site internet euh, proarmy.com. Pro Army, alors Army avec un Y à la fin, c'est un site américain fait par des vétérans de guerre américains. Voilà, et c'est eux qui expliquent sur ce site la conservation des munitions, dans comment ils doivent être conservés et quels sont les problèmes qu'on peut avoir s'ils sont mal conservés. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire en réalité sur les obus. Donc là, très vite, The Kiev Post, donc un des plus grands journaux ukrainiens, juste pour faire le lien de ce que je vous avais dit concernant les obus de l'Arabie Saoudite et du Soudan. Là, on a Khartoum a donné des armes à Kiev et Zelensky a donc envoyé les forces spéciales ukrainiennes au Soudan. Alors là, le Wall Street Journal a rapporté que l'été dernier, le président Zelensky avait envoyé des forces spéciales ukrainiennes, notamment des officiers de renseignement, dans ce pays africain à la demande de son dirigeant Abdel Fattah al-Burhan. Donc en fait, c'est comme par hasard, Khartoum demande de l'aide à Kiev, soi-disant parce que Khartoum serait entouré de miliciens donc opposés au régime. Et pourquoi le Soudan demanderait de l'aide à Kiev, vous allez me dire? Alors que le Soudan a de très bons termes avec la Russie. Pourquoi il n'a pas demandé à la Russie? Bon, bah tout simplement, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. C'est parce que le Soudan a énormément d'obus de 155 mm. Donc c'est un petit peu du donnant-donnant. Alors maintenant, est-ce que Khartoum, c'est pas précisé dans l'article, il dit envoyer des armes et non pas des obus. Alors il est possible que Khartoum hésite fortement à envoyer des obus, donc aurait effectivement donné des armes et non pas des obus, parce que Khartoum est en pleine négociation pour le vendre, quoi. Laisser, on va dire plutôt, les Russes construire un port militaire donc à l'est du Soudan, donc une base militaire portuaire, et donc peut-être que ça leur sert de levier diplomatique pour augmenter les enchères, afin de vendre, entre guillemets, le port militaire aux Russes euh, beaucoup plus cher. Bon, ce n'est que mon hypothèse, hein, mais voilà, c'est les seuls renseignements que j'ai qui pourraient expliquer cela, qui donneraient un tout cohérent. Voilà, donc le Soudan a beaucoup d'obus. A-t-il donné des obus? Je ne le sais pas. Ça m'étonnerait quand même parce que le Soudan froisserait beaucoup la Russie s'il faisait ça. Mais en tous les cas, là, c'est dit qu'officiellement, le Khartoum a donné des armes. Alors, c'est certainement des armes légères, bien évidemment. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Et comme de toute manière, c'est pas Kiev qui paye, c'est l'Union européenne, c'est tout à fait possible que Zelensky ait acheté des armes. En même temps, on a profité pour demander les obus. Là, c'est dans l'article, c'est pas dit que Khartoum a effectivement vendu des obus, mais uniquement des armes. Donc voilà, donc c'est un jeu diplomatique un petit peu complexe. Mais voilà, je voulais vous montrer ça pour que vous soyez au courant, parce que ça, cette information, on ne vous la donne pas dans les grands médias occidentaux.
Alors là, on a la BBC News, donc ça date de 3 jours, c'est-à-dire du 6 mars, et que nous dit-on? Guerre en Ukraine, Kiev fait 7 morts alors qu'une attaque de drone coule un navire russe. Donc là, on voit que les Ukrainiens, avec 7 drones navals, ont détruit ou coulé le Sergei Kotov, donc un patrouilleur russe de dernière génération. Donc voilà, donc ça a fait 7 tués, 6 autres blessés. Les 52 membres d'équipage ont pu être sauvés, donc ils ont été sauvés par des secours maritimes, parce que c'était pas très loin des côtes. Donc effectivement, ça a été confirmé par des blogueurs russes sur Telegram, et moi je vous confirme qu'effectivement le navire est soit détruit, soit coulé. Bon, alors maintenant, ce qui n'est pas dit dans l'article, parce qu'évidemment c'est fait par des journalistes anglais, donc qui ont des connaissances très très minimes. Donc moi je vais vous donner les infos et vous faire un récapitulatif des navires coulés russes. Donc moi je peux vous dire que c'est 7 drones de surface qui ont détruit le patrouilleur russe qui s'appelle donc le Sergei Kotov. Alors pour information, c'est un petit navire de guerre, entre guillemets, hein, de 94 mètres, 1500 tonnes, mais dernier cri, hein, il a été lancé en 2021. Donc inutile de vous dire que ça met la Russie en embarras, hein. Je vous avais dit dans le... Alors je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier point sur l'Ukraine, où je vous avais dit que s'il y avait encore un autre navire russe de détruit par un drone naval, ce serait la honte pour les Russes. Et bien là, j'ai envie de vous dire honte. Honte à la Russie. Honte à la Russie. Bon, il y a eu quand même des mesures qui ont été prises là, que j'ai apprises hier d'ailleurs. Mais bon, c'est trop tard, quoi. Là, les Russes ont été complètement nuls à ce niveau-là. Bon, bref, c'est un navire dernier cri qui a été lancé en 2021. Bon, c'est une perte anecdotique, mais c'est quand même très ennuyant et embarrassant pour les Russes, hein, qui semblent impuissants face aux drones navals ukrainiens. Donc cela fait suite à une période brutale de 2 mois au cours de laquelle quand même faut se remémorer, il y a eu la corvette, le Ivanovets, hein, qui est un navire qui date de 1989, qui a été touché en janvier. Il faut se remémorer aussi le navire de débarquement, le Tsezar Kounikov, qui est un navire de 1986 qui a été détruit en février. Et maintenant on a le Sergei Kotov, un navire de 2021, là en mars, ce mois-ci. Alors en plus, à cela s'ajoute, faut pas oublier le très vieux mais important croiseur Moskva, un navire de 1979, qui a été le plus grand succès ukrainien, parce que là ça a fait mal quand même au niveau naval côté russe, ça leur a fait mal quand même. Et donc on a tout ça. Donc alors oui, je vous rappelle vite fait que le navire Moskva a été coulé par 2 missiles anglais Neptune. Voilà pour la petite info. Et donc, mais en tout, si on veut faire un récapitulatif, donc en tout depuis le 24 février 2022, 9 navires en tout russes ont été coulés ou détruits de manière avérée par les Ukrainiens. Dont 6 qui ont été détruits par des missiles Neptune, Harpoon ou Storm Shadow, et 3 par des drones. Donc ces derniers drones navals ukrainiens, fabriqués en réalité par les Britanniques, coûtent environ 250 000 $. Donc c'est des drones navals dernier cri, avec les derniers équipements possibles. Ils utilisent le réseau Starlink pour se guider. Donc ils ont des capteurs, quoi, des visions infrarouges, augmentateurs de lumière, etc. C'est pour ça qu'ils coûtent si cher, hein. Et les Sea Babies, ils peuvent avoir jusqu'à 800 kg d'explosifs, hein. C'est énorme. Voilà. Non, mais les Ukrainiens ont bien joué, hein.
Donc quand même, on peut résumer en disant que 3 navires ont été détruits en l'espace de 2 mois. Et les 3 incidents derniers, pour moi, ont mis en évidence divers niveaux d'irresponsabilité, de négligence ou d'incompétence pure et simple, hein, concernant la flotte russe de la mer Noire, hein. Bref, les Russes, côté naval, ont été très mauvais, sans rien apprendre des négligences passées. Donc il semblerait quand même, j'ai appris hier que l'amiral Viktor Sokolov ait finalement été démis de ses fonctions de commandement de la flotte russe de la mer Noire. Mais bon, c'est trop tard, quoi. Cet idiot, ben, il a fait que les- la flotte russe est nulle. Quoi, dans la mer Noire, hein. Je dis dans la mer Noire, ils sont complètement nuls. Voilà. Alors les Ukrainiens ont bien joué, voilà. On- Alors que les Russes, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent, vous allez me dire? Bah, faudrait qu'ils envoient des drones lourds et de longue endurance de reconnaissance, dotés d'optiques infrarouges sensibles et d'autres capteurs qui devraient balayer la mer Noire de haut en bas, quoi, et de long en large. Voilà ce qu'ils devraient faire. Donc, bon, on voit là un défaut majeur dans l'armée russe. Là, pour le coup, moi qui connais assez bien les armées, qui est en retard par rapport aux Américains quant à la surveillance navale. Les Américains sont beaucoup plus forts à la prise de renseignements que les Russes, tout du moins au niveau naval, hein. Les Américains sont très forts dans la prise de renseignements. Eux, ils ont des satellites, des avions de reconnaissance en grand nombre et extrêmement puissants. Voilà. Les Russes sont vraiment en retard concernant la surveillance des mers, hein. Ça, c'est certain et on le voit ici. Donc là, on va reparler pour la énième fois des F-16, des fameux F-16. Alors pourquoi je vous montre cet article de Politico? Parce que enfin la vérité arrive dans les médias occidentaux. Alors hein, c'est un grand média occidental, Politico, international d'ailleurs. Et là, bon, je vous en ai parlé déjà plein de fois des problèmes du F-16. Donc pour les assidus, bon, bah, tant mieux. Pour ceux qui me découvrent, je vais répéter tout ce que je dis dans mes points sur l'Ukraine. Et je vais m'appuyer sur cet article qui est quand même très intéressant pour ceux qui découvrent l'affaire des F-16. Jet Diva. Alors vous allez comprendre après pourquoi ils les appellent des divas, les F-16. Pourquoi les F-16 sensibles seront un travail difficile pour l'Ukraine? Les chasseurs occidentaux polyvalents aideront l'Ukraine à égaliser toutes les chances, mais il ne sera pas facile d'utiliser les avions à réaction à haute maintenance en temps de guerre. Alors j'adore à égaliser toutes les chances. Bon, ça reste un média occidental, donc il faut bien qu'il fasse sa part de propagande, bien évidemment, parce que c'est absolument ridicule de dire ça. Voilà, donc à haute maintenance, et vous allez comprendre pourquoi. L'Ukraine se prépare à livrer des avions à réaction F-16 Fighting Falcon de General Dynamics dans les prochains mois, mais l'intégration du chasseur supersonique monomoteur dans son arsenal nécessitera plus que la formation des pilotes. Plus de 60 F-16 sont proposés par la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique, tandis qu'une coalition multinationale forme actuellement les pilotes et les équipages. Les avions à réaction sont une réponse aux appels de Kiev visant à égaliser les chances contre l'armée de l'air russe dans le ciel de l'Ukraine. Mais faire voler les chasseurs sera extrêmement difficile. Les bases seront des cibles privilégiées pour les attaques russes. Les avions eux-mêmes seront marqués par les systèmes de défense aérienne russes. Les réparer sera un défi et même l'utilisation de pistes non préparées pourrait saboter les avions délicats. Tom Richter, un ancien pilote de la marine américaine qui a piloté le F-16 lorsqu'il était dans la garde nationale, a déclaré que l'avion était une bête sensible comparé aux avions MiG et Sukhoi de l'ère soviétique que les Ukrainiens sont habitués à piloter et à entretenir.
Si jamais vous vous êtes approché et avez posé vos mains sur un MiG-29 lors d'un spectacle aérien, puis que vous vous êtes dirigé vers un F-16, donc vous avez posé vos mains sur un F-16, vous pouvez sentir de l'extérieur à quel point le F-16 est hautement technique. C'est une prima donna. Elle est très sensible et nécessite beaucoup d'entretien, a déclaré Richter, qui a utilisé l'indicatif d'appel T-Bone. Les avions soviétiques sont plus agités et peuvent voler sur des aérodromes mal entretenus et nécessitent moins d'entretien. Bon, c'est les traductions Google. Hein, voilà, donc pardonnez-moi les mauvaises traductions. Bref, là je finis là et j'arrête. Dans une situation différente, l'Ukraine construirait des bases et des pistes d'atterrissage modernes pour accueillir les avions à réaction, mais cela n'est pas possible pendant la guerre. Bref, je ne vais pas tout vous lire, mais vous avez compris le message. Donc en gros, les F-16, pas possible pour l'Ukraine, mais on les envoie quand même, quoi. On veut les envoyer quand même, soi-disant en juin. Alors déjà, ils n'ont pas fini la formation des pilotes ukrainiens. Évidemment, normalement, je dis bien normalement, c'est 5 ans de formation et entre 8 ans et 10 ans pour maîtriser vraiment l'appareil, qui est très complexe. On vient de vous dire, là, par un Américain qui connaît très bien, qui a piloté les F-16, que ça demande énormément de maintenance. Qu'en plus, il faut des pistes spéciales, il ne faut pas le moindre gravillon sur la piste. Tout ça, je vous l'ai dit à plusieurs et plusieurs reprises, à maintes et maintes reprises. Bon, là, je me répète parce que, évidemment, c'est dans l'air du temps, donc il faut bien que je vous donne les dernières nouvelles. Mais bon, voilà, pour ceux qui connaissent le sujet, vous n'apprenez strictement rien, sauf que là, c'est dit très clairement par un grand journal occidental. C'est bien qu'ils se réveillent, hein. C'est bien, ils se réveillent que maintenant. Mais on est toujours dans le ridicule, que ça soit pour les obus, pour les F-16, pour les chars Abrams, parce que là c'est pareil, hein, les chars Abrams, ils en ont envoyé des chars Abrams, c'est vrai. Là il y a eu 3 chars Abrams qui ont été détruits. 3 chars Abrams. Donc en plus ça leur fait de la mauvaise publicité. Et un des chars Abrams a été détruit par un obus d'un T-72B3 en tir direct, c'est-à-dire char contre char. Par un T-72B3, la honte quoi. Bon bref, vous voyez, bah, les F-16 c'est pareil, c'est ridicule. Ridicule. Ça demande tellement de maintenance, et en plus ils sont monomoteurs. Voilà, donc ça, la fiabilité doit être absolue quand vous avez un monomoteur. Donc ça veut dire énormément de maintenance, de logistique. En temps de guerre, non mais c'est ridicule. Mais pour la com, bah, les Américains, les Européens vont donner des milliards d'euros, voilà, ou des centaines de millions d'euros, on va-t-on dire, pour quelque chose qui ne sert strictement à rien, qui non seulement va pas aider les Ukrainiens, mais va leur mettre un boulet au pied financier et de logistique, donc mobiliser des hommes pour rien. Alors imaginez-vous quand un F-16 sera détruit par un missile russe. Ça va faire comme les Abrams. Donc que de la mauvaise publicité. Et tout ça pour de la communication. Hein. Parce que évidemment le Pentagone sait très bien que ça ne sert à rien. Donc c'est que pour de la communication. Bon allez, j'arrête là parce que je vous l'ai dit 100 fois. Donc je m'arrête là pour les F-16. Donc là en informations diverses, que lit-on sur MSN? Promis mais pas reçu. Où sont passés les 16 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine? Eh oui, dernièrement, on apprend que 16 milliards d'euros n'ont pas été reçus par l'Ukraine. Le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal s'est étonné que l'Ukraine n'ait pas reçu plus de 16 milliards d'euros d'aide promis lors de 2 conférences de donateurs en 2022, organisées par la Pologne et la Commission européenne à Varsovie après l'invasion russe. Il a indiqué que plus de 10 milliards d'euros avaient été collectés lors de la première conférence et plus de 6 milliards
lors de la deuxième, mais que l'Ukraine n'avait pas reçu ces fonds et ne savait pas comment ils avaient été utilisés. Donc là, on est dans le tragicomique, hein. Alors tragicomique pour l'Ukraine. Voilà, ils ont perdu 16 milliards d'euros d'aide pour eux. C'est assez drôle. Alors, les 16 milliards s'ajoutent à des déboires plus anciens. Là, on peut voir au 13 octobre 2022 des milliards d'euros de fonds européens mal dépensés et des cas de fraude se multiplient. Donc là, on lit au 13 octobre par Reuters, plus de 5 milliards d'euros de fonds de l'Union européenne ont été mal dépensés l'année dernière. Alors c'est un euphémisme parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas dire que en fait, ces 5 milliards d'euros qui ont été détournés par les oligarques ukrainiens, le gouvernement ukrainien et les seigneurs de guerre ukrainiens et la mafia ukrainienne, ça ils peuvent pas le dire. Donc ils disent qu'ils ont été mal dépensés, dans le vague, en termes très doux. Voilà, ont déclaré jeudi les auditeurs de l'Union européenne, les autorités nationales ayant souvent commis des erreurs dans l'allocation d'argent, alors que les cas de fraude suspectés se multipliaient. Donc ils ne peuvent pas dire qu'en fait il y a plus de 5 milliards d'euros qui ont été détournés par le gouvernement ukrainien, oligarques, et, bon, etc. Ça, ils ne peuvent pas le dire. Donc ils disent qu'ils ont été mal dépensés. Voilà. Bon, propagande occidentale, mais ils avouent quand même qu'il y a quand même de l'argent des contribuables américains, c'est-à-dire votre argent, qui est donné à un pays ultra corrompu et qui ne vont même pas au front, c'est-à-dire à l'effort de guerre. Voilà, on est toujours dans des situations ubuesques. Toujours concernant l'Ukraine et l'économie, qu'est-ce qu'on apprend? On a Euronews qui nous dit que l'adhésion de l'Ukraine pourrait coûter 136 milliards d'euros au budget de l'Union européenne selon un nouveau rapport. Vous voyez? Donc attention, ça c'est que pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. L'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'Union européenne pourrait avoir un impact compris entre 110 et 136 milliards d'euros sur le budget septennal du bloc, selon un nouveau rapport du groupe de réflexion Bruegel. Donc la projection utilise des règles existantes et la conception du budget 2021-2027 pour extraire une projection du montant d'argent auquel la nation déchirée par la guerre aurait droit après avoir obtenu l'adhésion tant convoitée. L'Ukraine a été déclarée candidate pour la première fois en juin 2022, a reçu le feu vert pour les négociations d'adhésion en 2023. Les résultats excluent les énormes coûts de reconstruction estimés à au moins 450 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie et supposent que l'Ukraine finira par récupérer tous les territoires de l'Est occupés par les troupes russes. Donc vous voyez, tout ça, les 136, entre 110 et 136 milliards, c'est juste pour l'adhésion de l'Ukraine, hein. Ça ne prend pas en compte le coût de reconstruction. Donc vous voyez un petit peu, si jamais l'Ukraine entrait dans l'Union européenne, bah ça détruirait en gros l'Union européenne. Bah oui, tant qu'à faire, hein, c'est comme les sanctions, hein. Donc comme les abrutis qui non élus qui gouvernent l'Union européenne, c'est-à-dire ils gouvernent tous les pays de l'Union européenne, ils ne sont pas élus par les peuples européens, donc c'est des bureaucrates, des technocrates qui nous gouvernent en réalité, non élus, je le répète, et j'insiste, et en plus ça coûte des fortunes à l'Union européenne, parce que évidemment les 136 milliards d'euros, l'Union européenne n'en a pas besoin. La France, l'Allemagne et l'Angleterre se portent mais à merveille. On n'a pas besoin de cet argent pour nos hôpitaux, pour notre justice, pour les sans-abri, pour le chômage, pour la crise énergétique. Non, on n'en a pas besoin. On a tellement d'argent, on ne sait plus quoi en faire. Autant les donner à l'Ukraine, qui est un pays ultra corrompu, qui va détourner une grande partie de cet argent pour les seigneurs de guerre, la mafia, les oligarques ukrainiens, ou même le gouvernement ukrainien qui est super corrompu. Voilà. On va donner tout ça, on ne sait même pas où l'argent va aller, mais c'est pas grave. Faut que l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ça détruira totalement l'Union européenne. Les Américains seront très contents à la fin.
Donc là, dans Yahoo News, on a la France affirme son soutien indéfectible à la Moldavie face à la menace russe. Bah, c'est sûr que la Moldavie, qui était neutre, donc ancien satellite de l'Union soviétique, qui tout d'un coup devient agressif face à la Russie. Et pourquoi la Moldavie devient agressive? Bah, nulle surprise, hein, Maya Sandu, présidente moldave, a fait ses études aux États-Unis, a été placée là par les Américains justement pour être agressif vis-à-vis de la Russie. Alors je vous dis tout de suite, hein, les Moldaves en eux-mêmes sont, on va dire, en majorité plutôt pro-russes, parce que la présidente moldave, depuis qu'elle a été mise par les Américains au pouvoir en Moldavie, ne cesse de vouloir faire entrer les valeurs de l'Union européenne, donc LGBT et autres, hein, et le capitalisme européen en Moldavie. Donc de changer toutes les traditions moldaves. Inutile de vous dire que les Moldaves sont pas contents, hein, mais on leur fait entrer de force toutes les valeurs de l'Union européenne que vous connaissez, hein, wokisme, etc. Donc exactement la même manœuvre qu'on a fait en Pologne. La Pologne, avec le nouveau gouvernement, va devoir faire entrer tout le wokisme en Pologne. Voilà. Ce qui va à l'encontre évidemment totale du peuple polonais et à l'encontre totale du peuple moldave. Mais c'est pas grave, on va les faire entrer. On va faire entrer tout ça de force, comme on a fait en Tchéquie, comme on a fait en Roumanie. Voilà, c'est le truc classique. Et là, on a Macron qui affirme son soutien indéfectible, bah, bien évidemment, face à la menace fantôme russe qui n'existe pas. Mais vous allez voir, ce ne sera pas facile. Et là, on voit le média français La Libre, et que dit-il? Gagouasie et Transnistrie, c'est deux régions d'Europe qui accueillent plus de 1500 soldats russes. Car oui, on a la représentante de la Gagouasie qui a été à Moscou voir Vladimir Poutine pour dire, ben voilà, donc c'est une petite république au sein de la Moldavie, la Gagouasie, hein. Je sais, personne n'en a entendu parler, mais ça existe, ça existe, hein. C'est comme la Transnistrie, ça existe, hein. Voilà, donc c'est deux petites républiques indépendantes, hein, qui ont leur capitale, etc. Et ces deux petites républiques ont demandé l'aide à la Russie. Voilà, donc la Gagouasie est en plein dans la Moldavie et la Transnistrie est sur les bordures est de la Moldavie. Et la Transnistrie donc est pris en étau entre la Moldavie et l'Ukraine, la Transnistrie. La capitale de la Transnistrie, c'est Tiraspol. Donc ces deux républiques, hein, en réalité russes, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, c'est des enclaves, hein, indépendantes, mais qui sont totalement pro-russes, et il faut dire avec un peuple russe, hein, ont demandé l'aide à Vladimir Poutine. Voilà, donc la Moldavie, en réalité, est très mal. Alors la Moldavie joue agressif, alors qu'en son sein, elle a la Gagouasie et la Transnistrie qui sont totalement pro-russes. Ouais. Mais la Moldavie compte sur l'aide de l'Union européenne et de l'OTAN, bien évidemment. Et puis la Moldavie n'a pas le choix, puisqu'elle est pilotée en réalité par les États-Unis. Mais vous voyez que ça va devenir difficile. Difficile pour la Moldavie de montrer les dents vers la Russie, même avec l'appui de l'Union européenne et des Américains. Ce ne sera pas facile. Allez, un dernier article avant la conclusion, on a le New York Times qui nous dit « La Suède entre dans l'OTAN, un coup dur pour Moscou et un coup de pouce pour les pays baltes. Avec l'adhésion de la Suède à l'OTAN, le président russe Vladimir Poutine se retrouve face à une alliance élargie et motivée. » Bon, avant qu'on parle du fond, j'aimerais vous montrer quelque chose. Un coup de pouce pour les pays baltes. Les pays baltes, la Suède, mais la honte. Et on parle d'un journaliste du New York Times qui ne sait même pas ce que c'est que les pays baltes. Et ça, on a ça en titre. Mais la honte, la décrédibilisation absolue des journalistes du New York Times. Alors je rappelle que les pays baltes, c'est la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. La Suède fait partie des pays scandinaves, mais pas des pays baltes. La honte.
Bon, ça c'était le détail concernant l'ignorance crasse des journalistes du New York Times, quoi, tout du moins de ce journaliste-là. Bref, maintenant le fond. Alors, le fait que la Suède entre dans l'OTAN, la Russie s'en fout complètement. Si vous voulez, pour faire une analogie, la Suède est mariée avec l'OTAN depuis des décennies. Il n'y a pas eu de bague au doigt et de papier signé, mais il y a des forces de l'OTAN, quoi, américaines, hein, parlons le vrai, en Suède depuis des décennies. La Suède est le presque jouet des États-Unis depuis très très longtemps. Alors, elle a conservé une certaine autonomie, une certaine fierté nationale avant le conflit russo-ukrainien, où elle voulait quand même rester pour sa sécurité nationale totalement neutre avec la Finlande. Mais les Américains leur ont fait une pression tellement énorme que la Suède a tout cédé, a tout cédé. Ils ont mis leurs pions comme ils l'ont fait dans la plupart des pays européens. Ils ont mis leurs pions poussés par les Américains, évidemment par la CIA, le National Endowment for Democracy et bien d'autres ont poussé la Suède, la Finlande, la Pologne, la Roumanie, etc., etc., etc. Donc ça y est, ils ont fini par avoir une victoire totale, les Américains. Ils ont mis leur pion. Voilà. Et donc la Suède et la Finlande ont abandonné leur neutralité légendaire. Et pourquoi ils voulaient rester neutres, les Suédois et les Finlandais? Justement pour éviter de s'attirer les foudres de la Russie. Et donc là, qu'a fait l'OTAN? Maintenant que la Suède et la Finlande font partie de l'OTAN, eh bien, la Russie a décidé d'ouvrir deux nouveaux districts à Saint-Pétersbourg et à Moscou, donc pas loin des frontières de la Finlande, pour armer complètement la Finlande. Pardon, les frontières ouest de la Russie vers la Finlande et donc vers la Suède, bien sûr. Donc le fait que la Suède est devenue laquais total des États-Unis a fait que maintenant il y a une tension entre la Suède et la Finlande, bien sûr, avec la Russie, chose qui n'était pas du tout le cas avant. Je vous rappelle que la Suède, la Finlande et la Russie avaient de très bonnes relations, malgré tout. Et la Finlande avait des relations particulièrement bonnes avec la Russie, puisqu'il y avait un tourisme important de Russes vers la Finlande, très important. Hein, il y a beaucoup de Russes d'ailleurs en Finlande. Et bien maintenant, tout ça c'est terminé. Les revenus touristiques dont profitait la Finlande, terminé. Pareil pour la Suède. Hein. La Suède avait beaucoup de touristes russes. Tout ça terminé. Donc un manque à gagner pour la Suède et la Finlande. Et en plus, des tensions accrues. Et bon, bref, maintenant, la Suède et la Finlande sont maintenant menacées. Voilà. Merci les Américains. Alors la conclusion de tout cela, la conclusion c'est que l'Ukraine creuse sa tombe perpétuellement. Bon, ça je vous le répète à chaque point sur l'Ukraine. Sauf que là on apprend par le Washington Post que peut-être 700 000 soldats auraient disparu, donc en réalité tués par l'armée russe, ce qui serait fort probable à mon avis. Mais bon, bref, on ne sait pas. Ou alors Zelensky a menti sur la taille de son armée qui serait en réalité beaucoup plus petite que prévu. Bon, moi de tout ce que j'ai lu, la première option est la plus probable, c'est-à-dire qu'en réalité il y aurait 700 000 disparus. On va dire disparus pour être dans le cadre général et officiel pour reprendre les termes du Washington Post. Donc ça c'est extrêmement grave. Et évidemment, entre autres faits graves pour l'Ukraine, on a le manque d'obus qui devient si criant que là, les Tchèques et les Français, mais bien d'autres en réalité, officieusement, travaillent pour gratter des obus partout dans le monde, hors Union européenne, puisque il n'y en a plus dans l'Union européenne, ça y est, c'est officiel. Il en reste quelques obus, bien sûr, mais que les pays quand même de l'Union européenne, quoi, certains gardent jalousement, hein,
il en faut bien quelques milliers pour pouvoir tirer quand même en cas de conflit avec la Russie au moins une petite journée, quand même. Bon, je dis ça en rigolant, j'en sais rien, mais bon, il n'y en a plus en gros dans l'Union européenne, donc il faut les prendre hors Union européenne. Donc moi, là, mon avis, mais ce n'est que mon avis d'amateur éclairé, pour moi, il y a encore des obus en Arabie Saoudite et au Soudan. Donc apparemment, ce serait au Soudan que ce serait le plus probable. Voilà, donc 800 000 obus. Alors je ne sais pas quel autre pays il peut en avoir, mais moi, à ma connaissance, il ne reste plus que l'Arabie Saoudite et le Soudan. Bon, après, je ne suis pas dans le secret des dieux, hein. Bref, donc ça c'était pour les obus. Maintenant, on a le coup du navire coulé côté russe, qui est un embarras terrible côté russe concernant la flotte de la mer Noire. Alors, malgré tout, et tout ce que les médias occidentaux peuvent dire, les Russes ont quand même le contrôle quasi total de la mer Noire, puisque le transport de grains ne peut se faire qu'en longeant les côtes et en passant par le Danube. Voilà, donc ils ont quand même un contrôle de la mer Noire, on va dire à 99% ou 98% en réalité, parce qu'il y a quand même des bateaux russes qui patrouillent, des hélicoptères, des avions, etc. pour le contrôle de la mer Noire. Alors là, les drones navals ukrainiens, de manière très habile, arrivent quand même à détruire des navires russes comme on a pu le voir, hein, mais à chaque fois, c'est des navires russes qui sont à côté de la Crimée et qui sont pas au large de la mer Noire. Parce que évidemment, les drones navals ukrainiens, en réalité britanniques, n'ont pas une autonomie éternelle non plus, hein. Ils ne peuvent pas s'amuser à aller en mer Noire. Parce que en plus, plus la mer est agitée, plus ça pompe sur les batteries des drones navals. Alors, en théorie, un drone naval, pour les meilleurs drones navals ukrainiens, ils peuvent parcourir 800 km, mais ça, c'est sur une mer d'huile en conditions idéales, évidemment. Alors, quand ça doit faire des détours pour éviter certaines zones radars russes, bah, évidemment, ça consomme beaucoup plus. Surtout quand le drone naval est en approche, où là, il doit naviguer plus rapidement. Bref, donc là, bien joué côté ukrainien, très mal joué côté russe. Donc une honte pour les Russes. Bon là, c'est étonnant parce que les médias occidentaux ne jettent pas l'opprobre sur la flotte navale russe, hein. Moi, beaucoup plus. Bon, bref, les Russes ont pris les devants en virant leur amiral, mais bon, c'est trop tard. Bon, ça, c'était pour le côté militaire. Maintenant, pour le côté économique, eh bien, l'économie russe se porte très bien, tout va très bien. Au niveau de la dette nationale, au niveau des exportations, au niveau des importations, au niveau de la balance commerciale, bah, ça va bien pour côté russe. Donc, ils vendent toujours très bien leur gaz et leur pétrole. Le pétrole est à un taux assez encore relativement élevé, donc les Russes engrangent beaucoup de bénéfices. Mais bon, la guerre coûte cher. La guerre coûte cher. Et même si les Russes donc avancent sur tout le front, donc ils avancent très bien sur tout le front, mais aucune percée, toujours aucune percée. Moi, je vous dis, je reste sur ma position comme quoi, quand il y aura une offensive russe, une grande offensive russe, pour moi, ça viendra du nord. Il y a beaucoup d'agitation là en ce moment au niveau de la frontière ukraino-biélorusse. Donc, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de combats, étonnamment. Donc, au nord de Kharkov, voilà. Donc, tout ça plaide dans la thèse de la grande offensive qui démarrait du nord, mais ce n'est que mon hypothèse. Donc en gros, les Russes, bah, là, s'en sortent très bien. Et au niveau Congrès américain, étant donné que Trump est assuré d'avoir la présidence, sauf s'il a un accident, sauf s'il meurt, mais évidemment, il ne peut que gagner
normalement contre Biden, sauf s'il y a une fraude électorale massive. Les Américains vont pas voter pour quelqu'un qui a Alzheimer, qui est complètement sénile, qui reconnaît plus certains membres de sa famille, et évidemment, un secret de polichinelle ne peut rien décider par lui-même. Bien évidemment, au niveau cognitif, c'est fini pour Joe Biden. Vous imaginez déjà la honte pour les États-Unis d'Amérique d'avoir un président comme ça. C'est déjà la honte. Donc l'Amérique est complètement décrédibilisée sur la scène internationale. Et c'est pas les petits gestes envers Gaza et le fait que Kamala Harris ait dit qu'il faudrait un cessez-le-feu immédiat, donc retournement à 180 degrés de la politique américaine pour Gaza qui va les recrédibiliser. C'est terminé pour les États-Unis. Terminé. C'est pas en faisant un pont temporaire à Gaza pour l'aide humanitaire. Et encore, quand vont-ils le faire? On attend de voir. Bref, qui va recrédibiliser l'Amérique. C'est terminé pour l'Amérique. L'Amérique est foutue au niveau crédibilité, au niveau militaire. Là, au niveau économique, on vous dit dans les médias que l'Amérique se porte très bien, mais ce n'est qu'un paravent. Je vous ai déjà fait un point économique sur l'Amérique dans d'autres vidéos, ce n'est qu'un paravent médiatique. En réalité, c'est faux. L'Amérique s'effondre. Et on le voit au niveau de ses infrastructures. On voit au niveau de ses travailleurs qui s'appauvrissent de plus en plus. Il y a de plus en plus de pauvres aux États-Unis. Aux dernières nouvelles, on dépasse largement les 50 millions pour se rapprocher des 60 millions de pauvres. C'est colossal, c'est absolument colossal. Bref, concernant l'Ukraine, parce qu'il faut revenir à l'Ukraine, l'Ukraine continue à aller sur des rails, l'Ukraine, hein. Rail vers son effondrement. Et on a les gesticulations, bon là de Macron, mais tout le monde a compris dans l'Union européenne que c'était fini. C'était fini de l'Ukraine. L'Allemagne veut se désengager totalement. Apparemment, la fuite des hauts responsables allemands aurait été une fuite en réalité organisée par le gouvernement allemand, exprès. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai appris de certains rapports russes. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, mais ce serait cohérent. Donc tout ça pour que l'Allemagne ait des excuses pour se désengager vis-à-vis de l'Ukraine. Alors encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, mais en tous les cas, il est clair qu'il y a un désengagement de l'Union européenne et surtout des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine. Les États-Unis se sont désengagés très clairement, et quand Trump sera élu, bon, le désengagement sera total. Mais à mon avis, la Russie aura gagné depuis longtemps la guerre en Ukraine. Ça ne reste que mon avis, bien entendu. Bref, parce que, bon, évidemment, la Russie ne peut pas continuellement faire la guerre, son opération spéciale en Ukraine. Ça coûte très très cher à la Russie. La Russie s'en sort bien, mais malgré tout, ça coûte très cher et ça ne peut pas durer éternellement. Certes, vous allez me dire, la Russie doit accomplir tous ses objectifs militaires. Et à mon avis, c'est de prendre l'oblast de Kharkov, de Mykolaïev, d'Odessa pour faire la jonction avec la Transnistrie. Ça, c'est impensable que Vladimir Poutine n'atteigne pas ses objectifs avant d'arrêter sa guerre. Voilà. Parce que sinon, ça pourrait décrédibiliser la Russie. Et comme Vladimir Poutine a dit qu'il n'envahirait pas toute l'Ukraine parce qu'il n'aurait aucun intérêt à le faire, et encore moins les pays baltes. Je vous rappelle que les pays baltes, parce que ça me tient à cœur, hein, c'est pas la Suède et la Finlande, hein, c'est la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, je le rappelle comme ça, vite fait. Voilà, pour la culture. Bref, donc la Russie doit quand même faire vite, hein. Le temps est pour la Russie, mais faut pas exagérer non plus. Ça ne reste que mon avis. Voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion. On va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Donc là, pour le 9 mars, on peut noter que ici, il y a eu le bateau militaire russe, le Sergei Kotov, qui a été détruit ou coulé
avec 7 drones navals ukrainiens. Donc on ne sait pas si c'est des Magura 5 ou des Sea Babies. On ne sait pas, mais en tout cas 7 drones navals d'environ 250 000 $ chaque drone. Alors certes, ça fait un petit peu cher, mais là, la cible était bonne, j'ai envie de vous dire. Ça reste anecdotique, comme je vous l'avais dit, parce que c'est un des plus petits bateaux de guerre russes. Il fait 94 mètres de long pour 1500 tonnes, mais il était dernier cri. Et c'est ça le problème. Donc, grosse faute côté russe à ce niveau-là. Alors ici, pourquoi je vous ai mis un symbole bleu ici, c'est parce que les Ukrainiens, à partir d'Odessa, ont fait une tentative d'assaut amphibie sur cette pointe-ci. Alors c'est territoire russe, de Kherson. Bon, ils se sont fait massacrer. Donc évidemment cet endroit-là est la zone la plus surveillée qui soit, donc de la mer Noire tout du moins. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils tentent ce genre de choses. Parce que vous vous doutez bien que là, l'opération commando qu'ils ont fait, ils n'envoient pas des bleus pour faire ça. Ça fait partie des opérations les plus difficiles. Les Américains, ils enverraient des Navy Seals pour faire ce genre de choses. Donc là, ils se sont fait massacrer, hein, je vous le dis tout de suite. Donc c'est des unités d'élite qui se sont fait détruire là. C'est complètement stupide, mais bon, c'est typiquement ukrainien, hein. Ils font que des trucs stupides de toute manière au niveau militaire depuis le début de la guerre. Voilà, c'est comme les 5 tentatives amphibies à Energodar, c'est-à-dire la centrale nucléaire de Zaporojye qui est ici à Energodar. Ils en ont fait 5. Vous vous rendez compte? La première a été ordonnée par Boris Johnson. La première, et la plus grosse d'ailleurs, et qui s'est terminée par un fiasco total. Voilà, donc c'est toujours ridicule à chaque fois. Alors le point rouge, ça veut dire que c'est les zones là où il y a le plus de combats. Donc là, c'est la fameuse zone là où il y a Rabotino, Verbové. Là, il y a la ligne Soulovikine ici. La première ligne de Soulovikine, elle est ici. Voilà, donc c'est là où il devait y avoir la percée, hein, vers Tokmak, Melitopol et la mer d'Azov. Bon, évidemment, là, les Russes avancent, hein, ils avancent vite. Alors quand je dis ils avancent vite, c'est par rapport aux semaines précédentes, hein. Dans l'absolu, on ne peut pas dire qu'ils avancent vite, mais par rapport aux semaines précédentes, ils avancent vite, on va dire. Il y a pas mal de combats. Les Ukrainiens, ils envoient des troupes, hein, perpétuellement, hein, qui se font massacrer perpétuellement. Sauf qu'avant, les Russes, ils étaient immobiles, entre guillemets, hein. Je dis bien entre guillemets, hein. Ils étaient plutôt en purement défensif ici. Et là, maintenant, ils sont même plus en défense, ils sont en offensif. Puisqu'ils avancent perpétuellement tout en massacrant devant. Voilà, donc c'est une nouvelle étape, j'ai envie de vous dire. Alors c'est pas partout pareil, hein. Là, les Russes, ils ont mis beaucoup d'hommes ici, hein. Alors là, le rond bleu, ça veut dire que c'est une forteresse, hein. Donc là, c'est la dernière forteresse qui reste sur le front. Voilà, et les Russes sont... Alors là, par contre, ici, sont mis en pur défensif. Ils ont laissé tomber la prise d'Ougledar en frontal, même à essayer de l'entourer directement, ils ont abandonné. Ils veulent faire apparemment un système d'embrassement vers le nord comme ça, c'est-à-dire couper toutes les lignes d'approvisionnement, et ils veulent avoir Ougledar comme ça sans trop suer, quoi. Alors les petites punaises rouges, ça veut dire que c'est là où ils ont avancé pas mal, hein, par rapport au reste du front. Donc là, ils ont fait une avancée, on va dire, de 2-3 km, donc pas négligeable. Là aussi, vers Marinka, aussi, ils ont avancé pas mal. C'est pour ça qu'il y a les petits pins rouges. Et là, le symbole rouge veut dire que ça bataille pas mal, hein. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de forces ukrainiennes ici, hein, dans cette zone-là, donc de l'oblast de Donetsk. Là aussi, ça continue à bien batailler ici, hein, vers Topetsk, ici, Tonetsk, pardon, ici. Ça bataille pas mal.
mais pas vraiment d'avancée russe. Sur Bakhmout, ici Klitschivka, ça n'a pas vraiment bougé. Par contre, là, les Russes sur Ivanivske, là, ils ont pas mal avancé. À vue de nez, je dirais entre 600 mètres et entre 500 mètres et 600 mètres. Ce qui est pas mal, hein. Là, on parle d'avancer en ville, hein, pas en pleine campagne, hein. Donc c'est beaucoup, hein, au final. C'est pour ça que j'ai mis un pin rouge, parce que là, ils ont beaucoup avancé sur Ivanivske. Donc là, ils sont pas loin de prendre la ville, hein. Et ensuite, ils iront à Tchassiviar, bien évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Bakhmout. Là, il y a eu, c'est loin, mais il y a eu beaucoup de batailles, hein. Ça, c'est la zone de Sivelsk, hein, qui est dans le fameux chaudron où les Ukrainiens tiennent vraiment très bon, hein. Ils tiennent vraiment très fort, mais parce qu'il y a des envois permanents ici. Comme ils perdent partout, bah, il leur reste plus que Sivelsk, Ougledar, puis Kupiansk. Voilà. Et là, il y a eu des combats, hein, à Kalinouki. Alors comment ça s'est passé? C'est que bon, alors c'est le flou de la guerre, hein. C'est le flou de la guerre parce que les Russes, là, ça n'a pas bougé, mais il y a des avancées russes. Alors je sais pas, on peut appeler ça des avant-gardes. Voilà, des avant-gardes qui sont envoyés peut-être en reconnaissance. Beaucoup d'avant-gardes apparemment, parce qu'il y a eu pas mal de batailles ici. C'est pour ça que j'ai mis le symbole rouge ici. Alors il y a eu une avancée russe ici. Il y a eu une avancée russe ici sur Bologorivka. Bologorivka, il y a eu une avancée, donc ils étaient là la semaine dernière. Là, ils ont avancé. C'est pour ça que j'ai mis un pin rouge. Alors, ils ont avancé sur toute la ligne, hein, les Russes, et ils avancent de plus en plus vite, hein. Ça avance accélérant, mais ça s'accélère, mais doucement, hein. Ça s'accélère doucement. Donc, Kupiansk, ils n'ont pas vraiment avancé, mais beaucoup, beaucoup de combats, hein. Il y a beaucoup de combats, ils avancent pas trop. Alors, j'ai pas mis de pin là-haut, mais au-dessus, là, au-dessus de Ralkov, il y a eu pas mal il y a du combat, hein, surtout de l'artillerie. Et moi, je vous avais dit dans la vidéo que, bon, bah, peut-être que, voilà, ça va partir du nord. Alors moi, j'aurais pas dit que ça parte de là, l'armée russe. J'aurais dit que ça parte plutôt de Kupiansk. Parce que faut pas oublier, je vous le répétais 107 ans, entre Kupiansk et Liman, donc dans cette zone-là, hein, c'est là où il y a 120 000 soldats russes, hein, quand même, hein. Donc c'est quand même important, donc toute cette zone-là, hein. Donc et ça force pas mal ici, hein. Donc pour ça que moi je disais, il y a une telle force russe ici que bah, pour moi ça viendrait de là, la grande offensive russe. Mais ce n'est que mon avis. Voilà ce qu'on peut dire sur la carte militaire. Alors je m'arrête là. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description, ça me permet de publier régulièrement. Merci à vous et toujours, soyez curieux.